Bonjour à tout le monde. Je vous propose donc de réviser une partie du chapitre qui porte sur la physiologie cardiovasculaire, essentiellement les parties concernant l'anatomie du cœur et le cycle cardiaque. Donc pour cela, je vous propose de vous installer tranquillement, de manière relaxée. Voilà, vous commencez à vous poser, peut-être en position assise, peut-être en position allongée. En tout cas, une fois que vous êtes installé, eh bien, vous accueillez les sensations qui sont là. S'il y a des pensées, vous les laissez circuler et en fait, tranquillement, vous vous centrez pour commencer sur les appuis qui sont présents dans votre corps, les appuis au niveau de vos pieds, un petit peu plus haut, les appuis au niveau de vos jambes, dans leur totalité, les appuis de votre bassin, du reste de la région du tronc. Vous pouvez également accueillir toutes les sensations d'appui présentes au niveau de vos bras, si toutefois il y en a, donc depuis vos épaules jusqu'au bout de vos doigts, du bout de vos doigts jusqu'à vos épaules, et vous continuez cette circulation en direction de votre cou, de votre tête. Et là aussi, vous pouvez accueillir les points d'appui s'il y en a dans cette région de votre corps. Vous venez de faire un rapide balayage des points d'appui dans votre corps. Vous pouvez d'ailleurs les accueillir dans leur totalité. Et peut-être sentir que vous commencez à vous poser tranquillement. Et pour vous poser un peu plus tranquillement, je vous propose tout simplement d'imaginer à présent que vous installez la détente que vous sentez peut-être s'installer au niveau de votre tête. La détente au niveau du sommet de la tête, de l'arrière de la tête, sur les côtés de la tête. Et puis la détente qui s'étire tranquillement vers votre visage, vers la région du front, à hauteur de la région des yeux, au niveau de votre nez, de votre bouche, au niveau des joues, de votre menton. Vous sentez que finalement c'est progressivement toute votre tête qui se relaxe, qui se pose tranquillement. Et cette détente continue son installation en direction de la région de votre cou, la nuque, la gorge se relaxe. Depuis ces régions, la détente glisse vers vos épaules qui se posent à leur tour, vos bras qui font de même, la première partie des bras, les coudes, les avant-bras, vos poignets, vos mains se posent également, tranquillement. Vos deux bras sont relaxés, détendus. Et cette détente va glisser en direction de la région du tronc. Toute la région thoracique se relaxe. La détente s'y installe tranquillement, agréablement. Et continue son chemin en direction de la région du ventre, du bas du dos. C'est finalement toute la ceinture abdominale qui se relaxe tranquillement, jusqu'à votre bassin qui se pose à son tour, à son rythme. Et avec la région du bassin qui se relaxe, c'est finalement toute la région du tronc qui est maintenant posée, relaxée. Et cette détente continue à s'installer en direction de vos jambes. Vos cuisses se posent, la région des mollets, vos pieds. Vous sentez cette relaxation qui est pleinement présente dans vos pieds, dans vos jambes, dans leur totalité. Et même plus largement, vous pouvez sentir cette détente présente partout dans votre corps, du bout de vos pieds jusqu'au bout de vos doigts,
jusqu'au sommet de votre tête. Vous accueillez toute cette détente qui est présente en vous, ce calme, tranquille. Et justement, dans cet état de détente, dans cet état de calme, je vais vous proposer de laisser venir tranquillement une image, l'image d'un cœur, un cœur dont vous allez explorer la structure, l'anatomie. Vous pouvez observer ce cœur, observer sa forme, visualiser aussi à l'intérieur du cœur des cavités qui sont présentes, deux cavités de petite taille dans la partie supérieure qui sont les oreillettes et deux autres cavités de taille plus importante dans la partie inférieure qui sont les ventricules. Vous voyez ces cavités, vous voyez ce cœur. Vous pouvez même aussi vous centrer sur la paroi du cœur qui est constituée de ces trois tuniques avec l'endocarde, la tunique la plus interne, celle qui va être finalement en contact avec le sang. Puis si vous glissez un peu plus dans la profondeur du cœur, en vous éloignant de l'endocarde, vous entrez dans le myocarde, la partie musculaire du cœur, constituée effectivement de cellules contractiles, les cardiomyocytes contractiles. Mais c'est une région qui contient aussi quelques cellules spécialisées, qui sont les cellules cardionectrices, qui s'organisent en un tissu nodal et qui vont avoir pour rôle de créer les impulsions électriques dans le cœur et également d'assurer leur propagation. Ces cellules cardionectrices formant le tissu nodal qui s'organise en plusieurs éléments sur lesquels nous allons revenir. Vous savez qu'il y a aussi quelques cellules qui se sont spécialisées dans une fonction endocrine. Et puis vous revenez sur cette tunique, vous venez de percevoir la tunique la plus interne, l'endocarde, la tunique intermédiaire, tunique moyenne, le myocarde qui est aussi la plus épaisse, et puis vous pouvez aussi voir l'épicarde, cette épicarde qui est aussi une partie du péricarde, puisque c'est une structure qui correspond au feuillet viscéral de ce péricarde. Donc voilà, vous voyez tranquillement ce cœur, sa forme, ses cavités, et vous pouvez aussi visualiser les différents tuyaux qui sont connectés à ce cœur. Vous pouvez voir des veines, les veines qui viennent au cœur, qui viennent plus spécifiquement aux oreillettes, avec au niveau de l'oreillette droite, les veines caves supérieures et inférieures qui arrivent dans l'oreillette droite, qui sont aussi accompagnées par un autre tuyau qui est le sinus coronarien. Et puis au niveau de l'oreillette gauche, vous voyez les 4 veines pulmonaires qui débouchent dans l'oreillette gauche. Vous êtes centré sur ces oreillettes et des oreillettes, vous pouvez facilement entrer dans les ventricules, en fait, en suivant tout simplement le chemin du sang. Vous passez des oreillettes aux ventricules à travers des petites portes qui sont ouvertes, qui sont les valves auriculo-ventriculaires, qu'on appelle aussi la tricuspide à droite et la bicuspide ou mitrale à gauche. Mitrale puisque cette valve avec ses deux petits clapets fait penser à la mitre d'un évêque. Donc vous êtes maintenant dans les ventricules. Vous continuez à circuler dans ces ventricules et si vous imaginez être un peu le sang dans ces ventricules, eh bien vous allez pouvoir à présent des ventricules partir dans les artères. Côté droit, vous pouvez voir une artère qu'on appelle le tronc pulmonaire qui permet au sang de passer du ventricule droit vers ce tronc pulmonaire qui va amener le sang finalement au poumon où le sang pourra s'oxygéner.
Et depuis le ventricule gauche, vous pouvez imaginer à nouveau que vous êtes le sang dans le ventricule gauche et que vous partez dans l'aorte qui est l'artère associée à ce ventricule gauche, l'aorte qui va distribuer le sang à l'ensemble des tissus du corps. Vous pouvez même visualiser globalement cette circulation. Si vous êtes toujours au niveau de l'aorte, vous pouvez imaginer que vous circulez un petit peu partout dans le corps. Vous êtes le sang, vous avez distribué du dioxygène à toutes les cellules du corps, au niveau des capillaires sanguins. Les capillaires sanguins situés au niveau des tissus du corps. Vous avez récolté différents déchets, notamment le CO2, le dioxyde de carbone, et vous continuez à circuler après les capillaires. Vous vous retrouvez dans les veines systémiques, qui vont revenir au cœur, en particulier via les veines caves supérieures et inférieures qui débouchent dans l'oreillette droite. De l'oreillette droite, vous passez à nouveau dans le ventricule droit, du ventricule droit dans le tronc pulmonaire, puis dans les artères pulmonaires. Vous arrivez au niveau des poumons, au niveau des capillaires alvéolaires des poumons, et là, vous êtes le sang, vous pouvez libérer le CO2 que vous avez collecté, et vous pouvez récupérer du dioxygène. Et vous continuez votre chemin, vous vous retrouvez dans des veines qui vont revenir au cœur, 4 veines pulmonaires qui vont déboucher dans l'oreillette gauche, et de l'oreillette gauche, vous débouchez ensuite dans le ventricule gauche et vous repartez dans l'aorte, et vous avez fait toute cette circulation, à la fois dans la partie de la circulation qu'on appelle systémique, et également dans cette autre partie de la circulation qu'on appelle la circulation pulmonaire. Vous allez maintenant plus spécifiquement vous recentrer sur le cœur. Peut-être d'ailleurs en même temps que vous regardez ce cœur avec ses 3 tuniques, donc sa paroi, et puis ses 4 cavités, vous allez aussi repenser à ce tissu nodal, ces cellules cardionectrices qui vont pouvoir générer les potentiels d'action, donc les impulsions électriques dans le cœur, et qui vont pouvoir aussi assurer leur propagation. Vous pouvez voir la répartition de ces cellules cardionectrices. Un premier amas qui se trouve au niveau de l'oreillette droite, qui forme le nœud sinusal. Puis un autre amas dans la cloison située entre les oreillettes, mais un petit peu plus côté oreillette droite, qui est le nœud septal. Et à partir de là, vous allez identifier un faisceau, le faisceau de His, situé dans la cloison, le septum, entre les ventricules, le septum interventriculaire. Et puis, vous allez aussi pouvoir visualiser toutes ces fibres de Purkinje qui se trouvent au niveau des ventricules, qui forment tout un réseau qu'on peut appeler le réseau de Purkinje au niveau des ventricules. Et vous allez commencer à suivre tous les phénomènes qui se déroulent dans le cœur, qui vont en fait être initiés par l'impulsion électrique qui va être générée par le nœud sinusal, par les cellules cardionectrices du nœud sinusal, qui sont les plus rapides et qui vont imposer leur rythme. Ces cellules, donc, vont lancer l'impulsion, elles produisent elles-mêmes leur propre potentiel d'action, puisqu'elles sont auto-excitatrices, elles lancent l'impulsion électrique, et cette impulsion électrique va très rapidement se propager aux différentes cellules contractiles des oreillettes qui vont se dépolariser. Ce phénomène électrique peut être enregistré sur un électrocardiogramme et correspond à l'onde P. Et ce phénomène électrique va être suivi d'un phénomène mécanique qui va être la contraction des oreillettes, la systole des oreillettes, qu'on peut aussi appeler la systole auriculaire. Et ce phénomène mécanique va être suivi d'un phénomène hémodynamique qui
va correspondre à l'augmentation de la pression à l'intérieur des oreillettes. Et cette augmentation de la pression dans les oreillettes va entraîner un déplacement du sang. Le sang qui est dans les oreillettes va être envoyé dans les ventricules voisins, ce qui se fait simplement puisque les valves entre oreillettes et ventricules, les valves auriculo-ventriculaires sont déjà ouvertes à ce moment-là. Donc les oreillettes peuvent facilement envoyer, propulser le sang dans les ventricules. Si on revient à ce qui se passe globalement, à ce qui vient de se passer au niveau des oreillettes, on a observé un phénomène électrique suivi d'un phénomène mécanique, puis de phénomènes hémodynamiques. Et cette impulsion électrique qui a été générée par le nœud sinusal, finalement, elle va prendre en quelque sorte un peu de retard au niveau du nœud septal qui forme une sorte de goulet d'étranglement. Mais finalement, l'impulsion électrique va enfin pénétrer au niveau du faisceau de His vers le réseau de Purkinje. Elle va pénétrer en fait cette impulsion au niveau des ventricules et va entraîner la dépolarisation des cellules contractiles qui se trouvent au niveau des ventricules. Ces cellules se dépolarisent. Cette dépolarisation peut être enregistrée sur un électrocardiogramme et va correspondre à ce qu'on appelle le complexe QRS, un ensemble de 3 ondes. Et ce signal électrique, cette dépolarisation des cellules contractiles des ventricules, va être suivi d'un phénomène mécanique. Ce phénomène mécanique, c'est la contraction des ventricules. Les ventricules se contractent et ce phénomène mécanique est suivi d'un phénomène hémodynamique. La pression dans les ventricules va augmenter durant cette contraction, cette systole ventriculaire. La pression augmente dans les ventricules. À ce moment-là, les valves auriculo-ventriculaires qui étaient ouvertes vont avoir leurs clapets qui vont être repoussés, qui vont donc se fermer. Les ventricules se retrouvent un instant complètement clos. Ils continuent à se contracter, la pression continue à augmenter dans les ventricules, mais le volume ne change pas. On a un temps de contraction à volume constant, c'est la contraction isovolumétrique. Et au bout d'un moment, la pression est telle que cette pression va ouvrir les valves qui existent entre le ventricule et son artère. Les valves sigmoïdes ou semi-lunaires vont donc s'ouvrir et cette pression va pouvoir propulser le sang dans l'artère. Donc un certain volume de sang va être éjecté dans l'artère. On peut parler de volume d'éjection systolique aux alentours de 80 ml. Et c'est le temps de l'éjection ventriculaire. Puis ensuite, on va voir un autre phénomène électrique se produire. Les cellules contractiles des ventricules vont se repolariser. Ces cellules se repolarisent. Et ce phénomène électrique, cette repolarisation peut être détectée sur un électrocardiogramme. Cela correspond à l'onde T. Et ce phénomène électrique va être suivi d'un phénomène mécanique. Le phénomène mécanique, c'est la relaxation des ventricules, la diastole ventriculaire. Les ventricules se relaxent donc et ce phénomène mécanique est suivi par des phénomènes hémodynamiques. On va observer une diminution de la pression dans les ventricules. Et cette diminution de la pression dans les ventricules va avoir tendance à aspirer le sang des artères vers les ventricules. Les ventricules ont donc tendance à vouloir réaspirer le sang qu'ils viennent juste d'envoyer dans les artères, mais en fait, le sang qui fait un peu mine de refluer va taper sur les clapets des valves sigmoïdes qui vont se fermer. Donc les valves sigmoïdes
se ferme. À nouveau, les ventricules se retrouvent complètement clos. Ils sont en train, cette fois-ci, de se relaxer. Le volume ne change pas. On est sur un temps de relaxation à volume constant, un temps de relaxation isovolumétrique. Et la pression dans les ventricules continue à diminuer. Et la diminution est telle qu'à un moment donné, les clapets des valves auriculo-ventriculaires vont être aspirées. Donc les valves auriculo-ventriculaires vont s'ouvrir. Et les ventricules dans lesquels la pression continue à diminuer vont finalement aspirer le sang présent dans les oreillettes et au-delà, au niveau des veines, favorisant ainsi le retour veineux. Les ventricules sont donc en train de se remplir. À ce moment-là, ils se remplissent à nouveau de sang. Les ventricules se remplissent passivement de sang puisque ce remplissage se fait alors qu'ils se relaxent. Et ce remplissage leur permet de récolter une partie du sang qu'ils peuvent contenir, une partie seulement, puisque en fait un nouveau cycle cardiaque va se lancer. À nouveau, on peut voir le nœud sinusal de l'oreillette droite s'activer, lancer une impulsion électrique. Donc une nouvelle onde P peut être détectée. Phénomène électrique suivi d'un phénomène mécanique, la contraction des oreillettes, suivi d'un phénomène hémodynamique, l'augmentation de la pression dans les oreillettes, qui va, à travers les valves auriculo-ventriculaires qui sont donc déjà ouvertes, qui va permettre aux oreillettes d'envoyer du sang dans les ventricules et de les remplir tout à fait. Les oreillettes envoient 25 millilitres de sang aux 55 qui s'ajoutent aux 55 millilitres que les ventricules ont aspiré passivement. Si on prend le point de vue des ventricules, on peut dire que lors de la contraction des oreillettes, eh bien, les ventricules continuent à se remplir. C'est une phase qu'on peut appeler le remplissage actif des ventricules, actif parce que lié à la contraction des oreillettes. Et donc, on va continuer sur le cycle. On sait ensuite que les phénomènes électriques parviennent aux ventricules. On va observer la dépolarisation à nouveau des ventricules, de QRS, suivi de la contraction des ventricules. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que à ce moment-là, en fait, à la fin de la diastole, à la fin de leur relaxation, mais juste avant leur contraction, juste avant la systole, les ventricules contiennent le plus grand volume de sang qu'ils peuvent contenir, qu'on appelle le volume de fin de diastole ou volume télédiastolique qui est de 130 millilitres. On sait aussi que sur ces 130 millilitres, il y en a une partie qui va être éjectée durant la systole ventriculaire, 80 millilitres, nous avions dit. Si bien qu'en fin de systole ventriculaire, les ventricules contiennent le plus petit volume qu'ils peuvent contenir, qui est le volume de fin de systole ou volume télésystolique, qui est de 130 moins 80 millilitres, c'est-à-dire de 50 millilitres. Une autre chose que l'on peut aussi rajouter, que nous avons pour l'instant laissé de côté pour rester sur une sorte de récit assez linéaire, c'est de repréciser une chose, c'est que nous avons évoqué les phénomènes électriques au niveau des oreillettes, les phénomènes mécaniques, la contraction en fait des oreillettes, donc leur dépolarisation, suivie de leur contraction, puis de leur augmentation de pression. Ce que nous n'avons pas dit, pour ne pas nuire à la linéarité du récit, c'est que, en réalité, quand on observe la dépolarisation des ventricules, eh bien, cela correspond aussi au moment où les oreillettes vont se repolariser. Il y a donc un phénomène électrique qui survient dans les oreillettes, que le CG n'enregistre pas, puisque ce phénomène est masqué par cet énorme complexe QRS.
Mais néanmoins, les oreillettes se repolarisent et cette repolarisation est suivie d'un phénomène mécanique qui est en fait la relaxation des oreillettes, c'est-à-dire la diastole des oreillettes, qui veut dire aussi que lorsque les ventricules sont en systole, eh bien les oreillettes vont être tout le temps en diastole. Donc vous pouvez visualiser tout ce cycle cardiaque, peut-être même qu'en le visualisant, vous le rythmez, peut-être que vous pouvez aussi repérer ces bruits du cœur, ces bruits qui peuvent être entendus avec un stéthoscope, qui correspondent au temps de fermeture des valves. Un premier bruit de plus fort volume qui est la fermeture des valves auriculo-ventriculaires, puis un deuxième bruit qui correspond à la fermeture des valves sigmoïdes, de volume un peu moins important. Et vous pouvez imaginer ce rythme du cœur, ces deux bruits du cœur assez rapprochés l'un de l'autre, puis avec un espace un peu plus long entre l'un et l'autre. Vous pouvez imaginer, visualiser ce rythme du cœur, ces deux bruits du cœur, revisualiser le cycle cardiaque. Et puis, maintenant que vous avez pu visualiser ce cycle cardiaque, parcourir toute l'anatomie du cœur, maintenant que vous savez que vous pourrez revisualiser tous ces éléments, vous laissez tout simplement ces éléments repartir tranquillement. Vous savez que vous pourrez les revisualiser à nouveau, vous les laissez repartir et vous allez vous recentrer sur les sensations de votre corps et prendre un petit temps pour laisser tous ces éléments s'inscrire en vous tranquillement. Je vous laisse un petit temps sans parler pour laisser ces éléments s'inscrire en vous. Et puis, maintenant que tous ces éléments, vous les avez laissés s'inscrire en vous, eh bien, vous allez pouvoir revenir aux sensations de votre corps, accueillir la détente présente en vous, accueillir le calme intérieur, accueillir toutes les sensations agréables qui existent en vous, la confiance que vous vous faites en vous-même, la confiance aussi en votre capacité à installer en vous la détente, la capacité que vous avez aussi à vous reconnecter à vos connaissances. Et puis tranquillement, vous allez vous préparer à faire votre reprise, c'est-à-dire votre retour vers votre état d'éveil habituel. Peut-être que vous pouvez commencer tout doucement, d'abord en vous reconnectant au point d'appui de votre corps sur le support sur lequel vous êtes installé. Vous ressentez ces points d'appui et à travers ces points d'appui, les appuis de votre corps sur la surface sur laquelle vous êtes installé, vous vous reconnectez progressivement à l'espace dans lequel vous êtes. Vous vous reconnectez donc à cet espace. Vous pouvez revoir l'espace dans lequel vous vous trouvez, les éléments qui se trouvent dans cet espace et vous sentez que le fait de revoir mentalement tous les éléments de l'espace dans lequel vous êtes, vous sentez que cela vous aide à faire votre reprise, vous sentez que votre état d'éveil revient, l'énergie revient en vous. Vous allez d'ailleurs aussi réentendre tous les bruits de l'espace dans lequel vous êtes et là aussi le fait de réentendre tout l'environnement sonore, eh bien ça vous permet de vous reconnecter de plus en plus pleinement à votre état d'éveil. D'ailleurs vous avez peut-être envie de commencer un peu à bouger, à remuer les mains, à remuer les doigts de pied, à remuer les jambes, les bras, l'ensemble du corps. Peut-être que vous avez envie de vous étirer, vous pouvez vous étirer autant que vous le souhaitez. Et vous pouvez même ajouter, si cela vous permet de retrouver plus facilement votre énergie d'éveil, vous pouvez ajouter des grandes inspirations en même temps que vous vous étirez. Et puis ensuite, sur des grandes expirations, vous pouvez souffler et puis faire le bruit que vous souhaitez en expirant pour retrouver toute cette énergie. Vous pouvez renouveler de cette façon des grandes inspirations,
des grandes expirations et vous reconnectez à toute cette énergie d'éveil qui est la vôtre. Vous pouvez même frotter un petit peu votre corps pour retrouver pleinement toute cette énergie. Et puis, quand vous sentirez que de nouveau vous êtes éveillé, eh bien vous pourrez, si ce n'est déjà fait, ouvrir les yeux et puis une fois les yeux ouverts, eh bien vous asseoir si vous étiez allongé ou bien vous lever si vous étiez en position assise. En tout cas, ça y est, l'éveil est de nouveau bien présent. Et puis vous allez eh bien pouvoir continuer sur les occupations que vous souhaitez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine séance.